Aujourd'hui, on va traduire un compte-rendu de radiologie. Bonjour à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue ostéo-articulaire préféré des réseaux. Et dans cette série de vidéos, mon objectif c'est de prendre un compte-rendu d'un examen d'imagerie médicale, aujourd'hui on va faire une IRM, de le lire avec vous et de donner des explications pour passer d'un baragouin médical incompréhensible à une compréhension concrète du résultat de l'examen. Alors, petit disclaimer, ce n'est pas un examen que j'ai fait moi-même, je ne fais que lire le compte-rendu et vous donner une explication, d'accord? Ne prenez pas ça pour un avis médical formel. Merci. Petit rappel, si vous aimez bien les vidéos que je fais, alors s'il vous plaît, pour m'aider et pour me pousser à en faire plus, vous devez liker, vous abonner, partager et encore mieux, faites des commentaires, participez aux commentaires dans mes vidéos. Si vous voulez pour la série des traductions de compte rendu, que je prenne un des comptes rendus à vous et que j'en fasse la traduction, de façon anonyme bien sûr, vous pouvez me l'envoyer dans les commentaires de cette vidéo ou me l'envoyer par message privé et je m'occuperai de faire la traduction. Allez, c'est parti, on va commencer la traduction du compte rendu. Donc, je l'ai là dans mon téléphone. Alors, c'est une IRM de l'épaule, je ne connais pas le côté, c'est une IRM de l'épaule. Indication, polyarthralgie. Bon déjà, ça veut dire que c'est un patient qui n'a pas mal qu'à cette épaule-là. C'est très flou et limité comme information, mais ça veut dire, en gros, douleur spontanée de plusieurs articulations, et il n'y a pas de notion de traumatisme qui est rapportée. Ensuite, le petit paragraphe technique, c'est complètement classique. Séquence frontale, sagittale et axiale, donc les trois plans de l'espace. En pondération d'épéphatsat et séquence sagittale T1. C'est le protocole basique d'une IRM d'épaule, rien d'intéressant. Résultat, donc là on a tout un bloc de texte, je vais vous le lire et on va expliquer paragraphe par paragraphe. Donc on commence par le tendon supraépineux est continu, discrètement hétérogène en distalité, évoquant une tendinopathie sans fissuration. Le tendon infraépineux est continu également, discrètement irrégulier en distalité à sa face profonde, associé à des remaniements érosifs du tubercule majeur sous-jacent. Donc ces deux paragraphes-là, ils parlent de deux tendons de l'épaule, de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. C'est des tendons qui sont situés ici au niveau de l'épaule. Pour rappel, un tendon, c'est la corde qui est l'extension du muscle et qui s'accroche sur l'os. Les muscles s'accrochent sur les os de différentes façons. La plus fréquente, c'est par l'intermédiaire d'un tendon. Au niveau de l'épaule, les tendons sont une source majeure de douleur. Donc c'est une des premières choses qu'on va regarder, voir si le patient a un problème donc musculo-tendineux au niveau de l'articulation. Et le tendon supraépineux, il est au-dessus ici. Le tendon infraépineux, il est derrière avec le muscle qui est là. Et il y en a deux autres qu'on appelle le sous-scapulaire qui est devant à la face profonde de l'épaule et un, on n'en parle des fois même pas tellement c'est très rare qu'il fasse des problèmes, c'est le petit rond. Ces quatre muscles-là, ils font partie des muscles de la coiffe des rotateurs qui sont des muscles qui sont profonds dans l'épaule. On ne les touche pas directement, enfin on peut sentir les muscles ici, là et là, mais ils sont en dessous de, en haut, le trapèze qui fait le rebord ici du cou et en dessous le deltoïde qui fait le galbe de l'épaulette, le muscle vraiment qui est ici. C'est le plus puissant muscle de l'épaule, mais même si c'est celui qu'on voit le plus et qu'il est plus puissant, c'est pas lui qui pose le plus de problèmes. C'est vraiment ces tendons qu'on appelle la coiffe des rotateurs qui sont une couche en dessous et qui sont souvent responsables de ces soucis. Là, ce que veut dire le compte-rendu, c'est que les tendons, donc les petites cordes qui s'accrochent sur l'humérus, sont un peu irrégulières et surtout ne sont pas rompues. Nous, on va s'intéresser quand on fait l'IRM et quand on fait les échographies, c'est voir s'il y a des fissures ou des ruptures des tendons. Et on va vraiment s'intéresser à détailler, et c'est pour ça qu'il parle de face profonde pour le tendon infraépineux, si quand il y a une anomalie du tendon, est-ce qu'elle est à la face superficielle ou à la face profonde, ou est-ce qu'elle traverse toute l'épaisseur du tendon? Parce qu'une déchirure, ça peut être une toute petite anomalie des parties superficielles, de la partie profonde, c'est-à-dire au contact de l'os, de l'humérus, et est-ce que ça traverse toute l'épaisseur? Et même si ça traverse toute l'épaisseur, ça ne veut pas dire que le tendon est entièrement rompu, ça peut être une rupture transfixiante qui traverse l'épaisseur, mais qui n'est pas étendue sur la totalité du tendon. Et dans ces cas-là, on va mesurer la taille de l'anomalie. Dans le compte-rendu qu'on m'a demandé d'analyser, je répète ce qui est écrit, il est continu, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture. Il est discrètement hétérogène, mais il n'y a pas de fissure. Donc le fait qu'il soit hétérogène, ça veut dire que si on compare les images à l'image de quelqu'un qui a, je ne sais pas, 20 ans et l'épaule dans un parfait état, eh ben, on peut trouver à dire, ah oui, le tendon, il n'a pas l'aspect parfaitement normal, mais c'est tout. Ça, c'est une anomalie qui en fait est hyper fréquente.
comprendre que quand on fait des IRM, surtout en imagerie musculo-squelettique, surtout au niveau des épaules, au niveau du dos, on va souvent voir des anomalies, c'est-à-dire qu'un aspect qui n'est pas strictement comme si on avait sorti la coupe d'un bouquin d'anatomie IRM. Quand on vieillit, ou juste avec le temps normalement, on a des modifications de l'aspect des structures anatomiques, comme les tendons notamment, au niveau du dos, les disques intervertébraux, les os, etc. C'est très fréquent et ces anomalies sont en fait fonctionnellement pas des anomalies. Donc là, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est juste probablement la modification de l'aspect en IRM qui est presque attendue avec l'âge. Ces modifications attendues avec l'âge, elles sont variables d'un individu à l'autre. Et ce qui est considéré comme vraiment quasiment normal chez quelqu'un pourra induire des douleurs, là où quelqu'un d'autre qui aurait des anomalies qui seraient importantes sur les images n'aurait en réalité pas de problème avec ces structures. C'est pour ça que quand on lit tendinopathie sans fissuration chez un homme qui a des douleurs à l'épaule et qui n'a pas 20 ans, d'accord, ça ne veut pas forcément dire que c'est ça la source des douleurs, c'est tout ce que je veux dire. Donc en résumé, le tendon supraépineux est continu, discrètement hétérogène, blablabla. Le tendon infraépineux est continu, également discrètement irrégulier, en distalité à sa face profonde. En vrai, ça veut dire, ok, il y a des petites anomalies visuelles des tendons, mais c'est rien d'important. Juste en dessous, par contre, on lit des remaniements érosifs associés à des remaniements érosifs du tubercule majeur. Le tubercule majeur, c'est un petit relief osseux qui est situé sur l'humérus, qui est justement la zone d'insertion à sa partie antérieure en avant du tendon supraépineux et sa partie postérieure du tendon infraépineux. Les deux tendons, ils arrivent, il faut imaginer, l'os, il est un peu comme un coin, comme ça, et il y a les tendons qui arrivent, hop, 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 à 90 degrés l'un de l'autre, comme ça, un par derrière, un par devant, et ils s'accrochent sur l'os en s'entrelaçant comme ça. Et en fait, avec le temps, et surtout chez les gens qui sont travailleurs manuels ou qui font de la musculation, qui font beaucoup de sport, et s'il y a des anomalies qui apparaissent sur les tendons, mais pas nécessairement, les phénomènes de traction, les os qui tirent, les tendons qui tirent sur les os, vont provoquer des déformations et une petite irrégularité de cet os. Donc moi, ce que j'en lis, c'est que voilà, il n'a pas, le patient n'a pas les tendons parfaitement normaux en aspect, mais il n'y a aucune anomalie importante et rien qui pourrait de façon certaine induire des douleurs. Ensuite, on passe à la suite du compte-rendu. Donc on continue. Le tendon du long biceps est bien en place dans la coulisse bicipitale d'aspect normal sans épanchement péritendineux. Alors là, vous allez me dire, pourquoi est-ce que le biceps il est long? On n'a qu'un seul biceps, non? C'est le muscle qui est là. Alors oui. Encore une fois, explication d'anatomie. Le biceps, c'est un des muscles qui est situé ici, au niveau du bras. On pense ça, c'est le biceps. En vrai, il y a d'autres muscles en dessous, mais le corps musculaire principal ici, là, c'est le biceps. Le biceps, ça veut dire deux têtes. Ça veut dire qu'en fait, il a deux chefs musculaires, c'est-à-dire deux parties du même muscle qui ne vont pas s'attacher exactement de la même façon. En bas du tendon biceps, ici, vous avez un seul tendon important qui est accroché au niveau du radius, au niveau de l'avant-bras. Ça sert pour le biceps à faire la flexion et également faire la supination, tourner la main comme ceci, avec le pouce vers le haut et vers l'extérieur. Ça, il fait ça, le biceps. Et en haut, en fait, il s'attache par deux tendons. Il y a un chef court qui s'accroche sur un petit os ici, qui est accroché à la scapula, qu'on appelle la coracoïde. Et il y a un chef long, qui est une longue corde tendineuse, corde qui va monter comme ça, touc, 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 faire un angle à 90 degrés au niveau de l'humérus en passant au travers d'un espace qu'on appelle l'intervalle des rotateurs, qui est en gros un espace situé entre les autres tendons de la coiffe des rotateurs. Et il va coulisser pour faire ça dans une gouttière osseuse, vraiment un petit creux à l'intérieur de l'humérus à sa face antérieure, autour desquels sont accrochés des tendons, des ligaments, etc. Et pour ce faire, en fait, il est entouré de ce qu'on appelle une gaine synoviale, une sorte de petites gaines de tissu lubrifiantes qui évitent que ça s'accroche et qui est en continuité avec le reste de l'articulation. Et après, il fait donc un tour à 90 degrés, s'horizontalise et va s'accrocher sur le côté, au-dessus de la partie supérieure de la surface articulaire de la scapula, de l'épaule. Tout ça pour dire que ce tendon, vu qu'il fait un trajet compliqué, qui rentre dans l'articulation, il peut lui arriver différentes choses, notamment il peut se déchirer. Les choses qui le maintiennent en place peuvent se déchirer et faire qu'il est déplacé, donc qu'il sort de sa gouttière, ce qui n'est pas le cas là chez notre patient. Et aussi, vu qu'il communique avec l'articulation,
eh bien, si l'articulation a de l'inflammation et du liquide à l'intérieur, eh ben, il y a du liquide qui peut aller s'accumuler contre le biceps. Donc là, qu'est-ce qui est écrit? En gros, il est écrit que tout va bien. Voilà, le tendon, il est en place, il a un aspect normal et il n'y a pas d'épanchement autour. Donc la suite, l'atrophicité des muscles de l'épaule est satisfaisante. Ça veut dire qu'en gros, là, ils n'ont pas détaillé leur aspect, parce qu'on peut parler à la fois de la taille et de l'aspect IRM des muscles. S'ils disent que l'atrophicité est satisfaisante, je comprends par là que leur aspect est normal. Donc à la fois, ils ne sont pas atrophiques, et ils ne sont pas non plus d'un aspect anormal, parce que les muscles qui ont souffert pour différentes raisons peuvent changer d'aspect, parce qu'ils peuvent avoir de l'œdème à l'intérieur, ou alors ils peuvent être infiltrés de graisse. Un muscle qui en gros est très malade va se transformer en graisse. Et souvent cette transformation, une fois qu'elle a eu lieu, est irréversible. Et vu que les tendons de la coiffe des rotateurs ont tendance à se rompre, quand ils sont rompus depuis longtemps, un muscle qui est déchiré, en gros c'est un muscle qui va s'atrophier et qui va se transformer en graisse. Si on est à ce stade, en fait, que le muscle est transformé en graisse, si un chirurgien vient pour essayer de réparer la rupture, c'est voué à l'échec. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une prothèse d'épaule, par exemple, ou qui a eu des tendons qui sont déchirés de façon suffisamment importante pour mériter une réparation, eh bien, si le muscle est en bon état, ça motive d'autant plus le chirurgien à se dire « Ok, c'est une bonne idée, si je répare le tendon avec de la rééducation, le muscle va pouvoir reprendre sa fonction. » Si après, on répare un muscle, un tendon, mais que le muscle lui-même, il est transformé en bœuf wagyu, ça ne marche pas. Voilà. Donc, bref, là, les muscles sont bien. On arrive sur la fin, et sur la fin, il y a une aberration dans le compte-rendu. Donc, il y a une petite partie qui n'est pas lisible. Et ça se termine par l'espace sous-acromial est normal. Il n'y a pas de rétrécissement pathologique de l'espace sous-acromial, ni de bursite sous-acromial. Alors là, encore une fois, c'est des mots qui ne veulent rien dire. L'acromion, pour parler de l'espace sous-acromial. L'acromion, c'est un bout d'os qui est situé ici. Quand vous appuyez, vous tapez ici la partie osseuse dure qui est au-dessus de l'épaule, c'est le bout de la clavicule, une articulation qui fait un peu une bosse à cet endroit-là, et un peu plus latéralement, ici, un relief osseux pointu, qui est une sorte de crochet osseux, qui s'articule avec la clavicule et qui est attaché à la scapula, l'omoplate. L'omoplate qui est un os un petit peu complexe et qui a donc ce crochet osseux. Et ce crochet osseux, eh bien, c'est en dessous de ce crochet que se situe le plan des muscles de la coiffe des rotateurs, notamment le supraépineux, avec le tendon qui coulisse. Quand je lève le bras comme ça, en fait, le tendon en dessous, vous imaginez le relief osseux, le crochet osseux, et le tendon il fait comme ça, twic, 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 twic. Et à force en fait de faire ces mouvements, il est possible qu'il y ait des frottements et un conflit qui apparaissent à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on s'intéresse à l'aspect de cet espace sous l'os, parce que s'il est rétréci, s'il y a des bouts d'os qui apparaissent, des ostéophytes, eh bien, ça peut induire une irritation, puis une destruction progressive du tendon et une inflammation d'un petit coussinet qui est un peu comme je vous disais la gaine synoviale autour du tendon. Et bien là, c'est un coussinet qu'on appelle une bourse qui permet le coulissement du tendon sans accrochage, sans frottement. Quand il y a cette irritation de la bourse, ça peut des fois être la seule anomalie qu'on voit sur l'IRM de l'épaule, on appelle ça une bursite. Là, il n'y en a pas. Donc maintenant, on arrive à la conclusion, parce que j'ai beaucoup parlé, mais il y avait peu d'informations finalement. C'est tendinopathie des tendons de la coiffe des rotateurs sans signe de rupture. Point. Donc, c'est une conclusion qui s'est intéressée, le corps du compte-rendu, là, il s'est entièrement intéressé aux tendons. Ils disent qu'il y a une tendinopathie, donc l'aspect des tendons n'est pas normal, sans rupture, donc sans, comme je vous ai dit, de choses vraiment importantes ou graves. Est-ce que ça explique les douleurs du patient? Honnêtement, sans avoir vu le patient, sans l'avoir examiné, je ne peux vraiment pas le dire. C'est possible. Une tendinopathie, ça peut être associé à rien du tout, ou ça peut être associé à des douleurs mécaniques au mouvement de l'épaule. L'indication, c'est marqué polyarthralgie. Donc, si le patient a des douleurs à de multiples articulations dans le corps, notamment à l'épaule, et qu'à l'épaule, on ne retrouve qu'une inflammation, même pas une inflammation, une anomalie de l'aspect des tendons, ça ne veut pas forcément dire que c'est à cause de cette anomalie que le patient a mal. Donc là, c'est vraiment laissé à l'appréciation du médecin qui examine le patient et qui a le reste des éléments du dossier. Parce qu'un patient qui a par exemple des polyarthralgies, une des premières choses à laquelle on va penser, c'est, surtout s'il est âgé, peut-être qu'il a de l'arthrose à différents endroits. De l'arthrose, c'est un type d'anomalie dégénérative des articulations.
Et après, on peut se dire peut-être qu'il a une arthrite, hein, qu'il a un rhumatisme inflammatoire. Une des formes les plus connues, c'est la polyarthrite rhumatoïde, qui touche plus souvent les femmes que les hommes, généralement entre 40 et 60 ans, avec des atteintes tout particulièrement des mains, mais de multiples articulations dans le corps, et qui peut, si elle n'est pas traitée correctement et si elle évolue beaucoup, aboutir à un handicap important, des douleurs et des déformations des articulations. Ces maladies, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont inflammatoires, c'est-à-dire qu'elles sont médiées par une réaction inflammatoire de l'organisme au niveau d'une partie de l'articulation qu'on appelle la synoviale articulaire. Ça ne va pas induire des douleurs mécaniques pures, c'est-à-dire mécaniques, c'est-à-dire on a mal quand on utilise l'articulation, quand on fait des mouvements, et c'est plus important la douleur à l'effort qu'au repos. Pour distinguer ces douleurs-là des douleurs donc inflammatoires, ce qu'on peut remarquer, c'est que les gens qui ont des phénomènes inflammatoires des articulations vont avoir tendance à avoir des douleurs à froid, surtout la nuit, surtout au réveil, avec ce qu'on appelle un dérouillage. Ça veut dire qu'ils vont récupérer progressivement en fonction une fois qu'ils sont chauds. Si vous avez déjà eu par exemple un autre phénomène, une aponévropathie plantaire, une douleur ici, quand vous vous levez le matin parce que vous avez une petite irritation de cette structure, c'est un peu le même phénomène. Ça fait qu'au début ça fait mal, et une fois que vous êtes chaud, vous récupérez en amplitude, ça s'assouplit, et tout va bien. Donc là, on a vraiment juste une anomalie sur le compte-rendu d'imagerie qui est très limitée et qui n'a pas l'air d'expliquer véritablement des polyarthralgies. La critique que je peux formuler sur ce compte-rendu ou d'information que je vois, c'est que, et j'imagine, si ça n'a pas été évoqué de façon claire dans le compte-rendu, c'est que par défaut on doit le considérer comme normal, c'est qu'il n'a pas parlé particulièrement de l'articulation de l'épaule elle-même, gléno-humérale, n'a pas dit s'il y avait un épanchement, des anomalies de l'interligne articulaire, donc la surface du cartilage, ou des anomalies osseuses en dessous. Si ce n'est pas précisé, j'imagine, je suppose, que le radiologue a regardé, a vu que c'était normal et n'a pas voulu encombrer le compte-rendu. Bon, personnellement, quand je rédige un compte-rendu d'IRM d'épaule, je précise quand même quelques éléments systématiques juste pour dire, bon voilà, j'ai regardé, c'est normal. Mais normalement, quand on regarde un examen d'imagerie médicale, on regarde tout et on ne dit pas forcément tout dans le compte-rendu, sinon on se retrouve avec des pavés comme ça ne sert à rien. Donc en conclusion, cet examen il est très rassurant, il dit que l'épaule elle est bien, que les muscles et les tendons sont bien, elle ne précise pas particulièrement qu'il y ait de signes qu'il y ait une inflammation de l'articulation, donc même si elle n'explique pas forcément les symptômes du patient, en tout cas elle est rassurante sur l'état de l'épaule et a priori ça va pas trop mal. Félicitations si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, des fois je sais que je parle un peu beaucoup. L'objectif c'était vraiment de trouver l'équilibre entre le détail des explications et la durée de la vidéo pour ne pas être trop rébarbatif. J'espère que j'ai trouvé le sweet spot. S'il y a des zones d'ombre quand même dans les explications qui restent, vraiment, posez la question en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Et de façon générale, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres, 3 choses, likez, vous partagez la vidéo, et surtout, si vous voulez que moi, je vous fasse la traduction d'un compte-rendu d'imagerie médicale à vous ou à l'un de vos proches avec son autorisation et de façon anonyme, vous me l'envoyez en DM ou vous la mettez dans les commentaires de la vidéo. Et bien sûr, moi, ça me fera plaisir de pouvoir faire d'autres vidéos de traduction. Voilà, à une prochaine!